6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Comment se nourrir, comment se loger, comment poursuivre ses études en master? Les quelques 3 millions d'étudiants qui ont fait leur rentrée universitaire ont bien des raisons de s'inquiéter et on ne parle pas des examens. Alors comment améliorer les conditions de vie des étudiants? Bonjour Sylvie Retailleau. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À 7h25, il y eut le reportage de la rédaction signé Hakim Kasmi qui était donc aujourd'hui à Strasbourg et qui rendait compte des conditions de vie extrêmement difficiles des étudiants pour se loger, pour se nourrir. Vous avez annoncé un plan. Concrètement, ce plan pour ces étudiants qui sont dans des conditions difficiles, que va-t-il changer ? Alors déjà, merci de me donner l'occasion de le présenter parce que c'est vraiment effectivement par rapport à l'étudiant et aider et améliorer. Et il va changer, ce plan a un fil conducteur, aider plus d'étudiants, aider mieux les étudiants. Donc qu'est-ce qu'il va changer ? C'est une première étape de la réforme des bourses. Cette première étape, elle consiste finalement à permettre à tous les étudiants d'avoir des bourses mieux rémunérées, de bénéficier de bourses, donc 37 € d'augmentation pour tous les étudiants, pour chaque échelon d'étudiants. Ça représente en gros entre 6% et 34% d'augmentation. Ça, c'est pour tous. Mais ça veut dire qu'il y aura aussi, parce qu'on a changé le barème, 35 000 nouveaux étudiants boursiers en plus, et il y aura aussi 140 000 étudiants qui vont changer d'échelon, c'est-à-dire qui bénéficieront d'un montant de bourse plus élevé. Donc en gros, ces étudiants-là vont bénéficier entre 66 € par mois jusqu'à 126 € de plus, 127 € de plus par mois. Donc mieux rémunérer les bourses et aider plus d'étudiants. Ça semble être une somme, Madame la Ministre, très faible pour vivre. 127 € par mois, déjà 37 € pour le premier échelon, c'est 34% d'augmentation. Non, je veux bien qu'en termes d'augmentation, ça soit une somme, mais en termes de valeur absolue, c'est quelque chose qui paraît extrêmement modeste s'il s'agit de se nourrir. On a entendu les difficultés de ces étudiants, le prix du paquet de pâtes, 34 €, je ne vous fais pas de dessin. Je pense qu'il ne faut pas minimiser l'augmentation de ces bourses. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu cette augmentation. C'est 500 millions d'euros de plus que le gouvernement met sur la table. Non, encore une fois, la somme globale peut paraître importante, mais par étudiant... Alors, par étudiant, il y a cette augmentation qui n'est pas négligeable. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, les aides, ce ne sont pas les bourses ou autre chose. On a un paquet d'aides. C'est-à-dire que notre modèle social, en particulier pour les étudiants, et on va l'améliorer, c'est aussi le repas, c'est-à-dire les Crous qui permettent à tous les étudiants un repas à 3,30 €. Et ça, c'est le tarif social pour tous, sachant que le repas revient à 7 €. 3,30 € avec une bourse à 34 €, ça fait 10 repas par mois. Mais pour les boursiers, c'est 1 €. Et non seulement pour les boursiers, et je voudrais insister là-dessus, c'est ce gouvernement qui a mis le repas à 1 € pendant la crise Covid. Nous l'avons pérennisé à cette rentrée, donc c'est-à-dire que l'on a donné la compensation de façon pérenne dans les Crous, c'est quand même important à le dire. Et surtout, ce n'est pas que pour les étudiants boursiers, c'est automatique pour les étudiants boursiers, mais tous les étudiants précaires peuvent bénéficier de ce repas à 1 €, et ceci de façon très simple. Il suffit de se loguer sur le site du Crous. Ça, j'insiste, on a fluidifié les process pour avoir accès à ce repas. Puis il y a le logement. Alors justement, j'allais y venir. Voilà. Alors, les difficultés de logement, là aussi on voit des situations tout à fait étonnantes, des étudiants obligés de camper. Alors, ce logement, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être le point de la rentrée qui est mis en exergue par rapport au logement. Peut-être plusieurs points. Tout d'abord, le logement, c'est une crise pas que pour les étudiants. Les étudiants subissent peut-être particulièrement parce qu'ils ont cet accès au logement par rapport au coût du logement, qui est souvent leur premier coût de dépense. Mais en fait, c'est une crise générale au niveau du logement. Pour les étudiants, je voudrais d'abord rappeler qu'il y a le Crous, que ce Crous, nous avons aussi geler les loyers du Crous, comme nous avons gelé les tarifications pour tous les étudiants. Mais c'est un problème de disponibilité, il n'y a pas assez de logements étudiants. Tout à fait. Donc ce Crous permet, et nous les rénovons, parce qu'il y a les conditions aussi, donc il y a un grand plan de rénovation, et nous travaillons avec le ministre du Logement, puisque comme je vous le disais, on le sait, c'est un problème plus vaste, à augmenter le nombre de logements, en particulier pour les étudiants, parce que un des problèmes, c'est pas tant un problème de financement, c'est un problème de foncier. Donc nous avons lancé depuis plusieurs mois une mission de terrain qui identifie avec les acteurs locaux, puisque là, je dirais, on travaille avec les acteurs locaux pour augmenter. Après, ça, c'est un travail que l'on fait.
vous savez, construire des logements prend un peu de temps. Donc c'est vrai que pour cette rentrée, nous avons en parallèle, pour les étudiants, un plan d'urgence que l'on mène avec les recteurs, avec les présidents d'université, pour ne pas laisser les étudiants dans la rue, quitte à payer des chambres d'hôtel, etc. aux étudiants. Combien de chambres d'hôtel? Alors, comme je vous le disais, c'est une gestion dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est une gestion en local, c'est-à-dire que mais j'imagine que le prévisionnel prévoit a priori un nombre national, non? Ah non, mais les chambres comme vous le dites, d'hôtel, c'est vraiment le plan d'urgence. C'est-à-dire, nous étions il y a quelques semaines avec le président d'Angers qui, justement, regardait les étudiants en difficulté. Donc, nous ne faisons pas de prévision du plan d'urgence, mais nous nous activons à accompagner nos étudiants dans l'urgence. Mais alors, Madame la Ministre, est-ce que vous pourriez, par exemple, vous engager à ce qu'il n'y ait aucun étudiant qui soit aujourd'hui à la rue, obligé de camper? Alors, mais bien sûr, l'idée, c'est, on a passé des consignes. Je vois demain les recteurs. Nous allons en rediscuter pour avoir ce plan d'urgence et le ministère est prêt, évidemment, à apporter sa contribution. On l'a dit. Et l'idée, c'est que tous les étudiants, et en particulier en passant par leur université, parce que l'université est le point où les étudiants peuvent aller demander de l'aide, et pour pouvoir effectivement avoir, mais ce sont des logements d'urgence en attente pour pouvoir les aider à avoir ces logements. Donc oui, le message, comme le message pour les repas, c'est aller au Crous pour bénéficier du repas à 1 euro. Là, c'est manifestez-vous il n'est pas question de laisser un étudiant à la rue, dehors, sans pouvoir lui apporter une aide, même d'urgence. Pourquoi, au vu de la difficulté de ces aides, de la complexité des mécanismes, pourquoi ne pas aller vers un revenu étudiant? C'est une idée qui est dans l'air, Sylvie Retailleau, Madame la Ministre. Pourquoi ne pas l'établir tout de suite? Votre nom resterait ainsi parmi les ministres qui ont apporté une vraie réponse aux besoins des étudiants. Alors, d'abord, je pense que ce qui me motive, c'est le bien des étudiants. Et ça fait 35 ans par rapport à ma carrière à l'université. Auparavant, vous dirigiez l'université de Paris. Donc, vu ma carrière auparavant, la motivation, elle est d'abord pour le bien des étudiants, c'est clair. Et justement, pour ce bien des étudiants, d'abord, je voudrais dire que ces problèmes de précarité, de bourse, on en discute lors de concertations depuis 1 an, qu'on a lancé le 7 octobre dernier, avec les organisations représentatives étudiants et dans les territoires, avec tous les acteurs. Et un revenu étudiant, Madame la Ministre. Ce point de revenu étudiant, en fait, vous avez 2 choses. Soit vous cherchez l'autonomie, soit vous cherchez à combattre la précarité. Moi, aujourd'hui, et vous avez commencé par ça, parce que c'est une vraie urgence, ma priorité, c'est le combat de la précarité des étudiants. C'est déjà pas la même chose. Et je ne vois pas en quoi... Pourquoi c'est pas la même chose? Je vais vous expliquer. Je ne vois pas en quoi donner un revenu universel à tous les étudiants, c'est-à-dire même à ceux qui n'en ont pas vraiment besoin, qui ont des moyens, ça aiderait ceux qui en ont le plus besoin. Moi, ma ligne, c'est aider plus ceux qui en ont le plus besoin. Et en plus, les étudiants, ce sont des adultes. On est à l'université. Pour considérer, par exemple, que le fait d'étudier est un investissement pour la nation et que donc la nation accompagne ses étudiants. Un investissement, puisque la France, dans les diplômes nationaux de licence, de master, de doctorat, je vous rappelle les prix, c'est autour de 200 €, un peu moins en licence, un peu plus en master. Le coût d'une formation en France, c'est d'entre 10 000, 15 000, 18 000 €. Donc, alors, quand vous parlez d'investissement... moins de 10 000 pour l'université et plus de 15 000 pour les classes préparatoires. Vous confondez la dépense au coût réel. C'est-à-dire que là, vous confondez peut-être... Non, là, je parle du coût. Certains chiffres qui sont donnés, ce qu'on investit au niveau de ce que coûte. Vous savez, les universités ont des ressources propres et le coût complet d'une formation, je vous confirme que c'est plus proche des 10 000 € même en licence. Vous ne trouverez pas un coût complet à 3 000 €. Mais vous êtes d'accord sur le fait qu'un étudiant en classe préparatoire coûte beaucoup plus cher à l'État? Ça ne veut pas dire que sa formation coûte. J'ai bien Moi, je parle du coût de la formation. Mais moi, je parle du fait que les universités sont les parents pauvres aujourd'hui de l'enseignement supérieur et mais on ne peut pas résoudre... sont doublement pauvres à la fois parce que les étudiants sont pauvres et parce que les formations sont sous-financées. Vous avez raison, mais vous posez plusieurs problèmes sur la table. Et là où je vous rejoins, c'est que lorsque l'on résout un problème, on ne peut pas les résoudre indépendamment parce que notre modèle, il est systémique.
systémique, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut le regarder dans sa globalité. Si on prend un bout de ci, un bout de ça, on n'aura pas quelque chose de cohérent, de global. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'il y a des différences de coûts que l'on aide de la même façon. Et un étudiant de classe préparatoire, je vous signale qu'il est étudiant, donc si vous faites le revenu universel, il le touchera de la même façon. Donc vous voyez, on ne parle pas de la même chose. Alors si je vous ai bien suivi, Madame la Ministre, en fait, vous nous dites, ce revenu universel, je n'y crois pas parce qu'il y aurait un effet d'aubaine pour des étudiants qui ont déjà les moyens d'étudier finalement. Alors deux choses, parce que je n'avais pas fini. Ce que je vous disais, c'est que pour moi, il n'apporte pas obligatoirement la solution magique à la précarité de ceux qui en ont besoin, première chose. Et deuxième chose, je pense qu'on est encore une fois à l'université, donc avec des adultes, on forme des gens pour s'insérer, mais on forme des citoyens. Et ces citoyens qui vont vivre en France, eh bien, je pense qu'il faut aussi leur apprendre ce qui est notre modèle social qui est basé sur la solidarité. Donc, il y a une philosophie à mener. C'est pour ça que je remets le modèle des bourses. Justement. Mais on leur a répondu avec, comme je disais, 500 millions d'euros. C'est pas rien, 500 millions d'euros sur la table. C'est pas rien à l'échelle de l'État, mais c'est parfois trop peu à l'échelle individuelle. Non, mais c'est pour ça qu'on accompagne avec, encore une fois, diverses solutions. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec les associations. On a subventionné les associations de 100 millions d'euros pour pouvoir aussi apporter des réponses. Mais la première réponse doit être en amont. La première réponse doit être dans le portefeuille de l'étudiant et pas effectivement dans les queues des banques alimentaires. Mais pour aider les étudiants et la précarité, effectivement, nous agissons sur tous les volets, sur tous les domaines. Et je pense que ce travail que nous avons commencé il y a 1 an, sur lequel cette première étape des bourses, et je répète qu'il n'est pas rien historiquement, qui est depuis 10 ans... Ça, on vous a entendu, vous l'avez dit, mais le revenu universel, il n'y en aura pas. Le revenu universel, de toute façon, on remet les bourses et complètement à plat le modèle des bourses. On y travaille pour la rentrée 2025, dans le cadre aussi de la solidarité avec le ministère de la Solidarité. Encore une fois, je pense que c'est important. On a aussi les APL pour les étudiants dans le logement. Les étudiants peuvent émarger les APL, la garantie visale. Donc, ces droits, c'est ce modèle global. Mais c'est pour ça, si vous sommiez tout cela, ça permettrait de faire un revenu universel. Alors, vous faites un tout petit calcul. Le revenu universel, 1 000 euros par étudiant, 2 400 000, j'enlève les apprentis, donc 2 400 000 étudiants sur 10 mois, 24 milliards. Le budget de mon ministère, total, 25 milliards. Le budget de toute la vie étudiant, 3 milliards. Donc vous voyez, même qu'en sommant, malheureusement, on est loin des coûts, mais je pense que le premier point est d'abord la philosophie, effectivement, de ce que nous voulons faire, et c'est aider plus ceux qui en ont le plus besoin. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. On évoquera les formations, la manière dont vous imaginez aujourd'hui le rôle d'une université, d'un enseignement supérieur. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Les études sont-elles toujours les plus belles années de la vie? Inflation, crise du logement, sélection en master. Les quelques 3 millions d'étudiants qui ont fait leur rentrée cette année ont-ils de quoi se réjouir? On en parle avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau. Nous accueillons en duplex Philippe Auger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Université de Montpellier. Avant d'évoquer des histoires de nourriture, de logement, de bourses étudiantes, de revenir à nouveau sur la question de la précarité des étudiants, un sondage, Madame la Ministre, qui est à la une du Parisien, un sondage qui inquiète, dit le Parisien. Selon l'enquête que publie donc celui-ci, 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite et craignent désormais, c'est la une du Parisien que je lis, davantage la gauche radicale que l'extrême droite. Une réaction à ce que dit le Parisien. C'est ce sentiment en fait d'être ciblé, etc. C'est juste intolérable. Sur ces points-là, tout ce qui est racisme, antisémitisme, je dirais plus largement discrimination, puisque c'est juste tolérance zéro qui doit être à l'université. Est-ce que le chiffre énorme, 91% supérieur, des juifs, est-ce que ça vous étonne, une réaction? Je pense que, vous savez, on a effectivement dans notre
monde, on va dire, d'enseignement supérieur, la règle, c'est aussi une certaine de pouvoir objectiver les problématiques. De toute façon, ce point, pour qu'il soit tolérance zéro, pour qu'on puisse le mettre, il faut des outils, il faut des points à mettre en œuvre. On va Donc vous demandez s'appuyer à pour voir. regarder. Non, ce que je demande, en fait, c'est d'agir d'abord. Et on a les outils pour agir, puisque on a des référents dans tous les établissements. On a des référents contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination. Le ministère anime ce réseau de référents, donc c'est structuré. On a aussi un observatoire national des discriminations dans l'enseignement supérieur. Donc effectivement, il y a des travaux. Je pense que là, cette enquête, ou en tout cas cet article, va avoir l'intérêt comme tout. C'est un sondage et un Exactement. article. Mais alors bon, effectivement, on peut... Mais je pense que comme toutes les informations, de réinsister sur donner de la visibilité à ce réseau, son rôle de le faire connaître, de justement peut-être imaginer, alors soit en s'appuyant en cohérence avec l'observatoire qui est indépendant, mais on travaille avec, on utilise ces résultats, soit sur les référents, de pouvoir réfléchir à une enquête justement pour avoir un petit peu plus d'informations, d'objectivation, mais les actions menées contre ce fléau, parce que c'est un fléau, existent et doit être renforcé, et ça nous permettra effectivement de remettre un coup d'accélérateur avec les référents sur ces actions de façon très forte. Le Parisien, donc je dis bien, le Parisien insiste sur la montée des discours haineux d'extrême gauche, c'est ce qu'il évoque, et ça renvoie à ce qu'avait fait l'une de vos prédécesseurs, Frédérique Vidal, lorsqu'elle avait entamé une campagne, on n'avait pas très bien compris le sens, sur l'islamo-gauchisme. Le Monde nous a appris ensuite que tout cela avait accouché de rien. Que pensez-vous de ce thème, Madame la Ministre ? Alors, vous savez, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est finalement regarder un petit peu, il faut regarder ça dans la globalité. Et la globalité montre que, en fait, rien ne prouve d'une pression systémique, effectivement, sur ces problématiques-là. J'ai pas compris ce que vous venez de dire. Quelque part, de ce qui nous remonte, de ce qui remonte aux établissements. Non, je parlais de l'islamo-gauchisme. Je parle bien de ça, de ce qui remonte aux établissements, de ce qui remonte au ministère. Lorsqu'il y a des cas isolés, des problématiques comme là, on doit les traiter. C'est quelque chose que l'on fait Vous pensez sans que c'est quelque chose naïveté qui ni existe, ou alors complaisance. c'est un objet politique non identifié, non existant ? Ce n'est pas un objet politique pour moi, clairement, parce que ce n'est pas quelque chose d'identifié de façon systémique. Mais ceci, ça doit être traité sans naïveté, sans complaisance, quand ça se positionne, et comme tous les points qui remontent. Mais de façon globale, et ce que j'appelle systémique, c'est-à-dire pour en faire effectivement un objet politique, il faut que ce soit quelque chose qui ait une réalité forte et globale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans ce qui remonte. On vous a entendu, Jean Lémarie. Madame la ministre, vous affichez aujourd'hui une position exactement inverse à celle qui était la position, effectivement, de Madame Vidal au ministère il y a quelques années, celle de Jean-Michel Blanquer, qui pourfendait aussi ce qu'il appelait l'islamo-gauchisme, qui gangrénait l'université, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce une erreur politique qui a été commise ? Je rappelle que le monde de la recherche s'était insurgé à l'époque contre ce terme. Alors, je pense que si je repositionne ce qui a été demandé par la ministre, en tout cas Frédérique Vidal, c'était effectivement un travail sur l'islamo-gauchisme pour voir si, justement... Une enquête qui n'a jamais été lancée, contrairement à ce qu'elle avait dit. Voilà, mais ce que vous disiez, je mets le « si » devant. Et c'est quand même très important. Donc ce n'était pas des affirmations par rapport à des enquêtes ou des dossiers ou des ce qui remontait, puisqu'elle souhaitait lancer une enquête. C'était effectivement quelque chose qui demandait à être étudié. Et comme vous l'avez dit, nous n'avons pas aujourd'hui quelque chose qui montre cela à une échelle, ce que j'appelle systémique, globale, encore une fois, en traitant les problèmes quand ils se présentent de façon sans complaisance, mais il n'y a pas aujourd'hui effectivement d'enquête qui est remontée. Philippe Auger, vous qui êtes président de l'Université de Montpellier, avant de parler des questions de budget, des questions donc de précarité étudiante importantes, est-ce que pour vous, des étudiants juifs ont peur d'aller à la fac à Montpellier ? À ce jour, je ne pense pas, honnêtement, mais nous avons donc des liens et des relations régulières donc avec les associations, avec également le CRIF et son représentant en région, donc ils nous font remonter s'il y a des difficultés. Mais là, depuis déjà plusieurs mois, je n'ai pas été confronté donc à de telles demandes. Autre question, cette fois-ci sur les thèmes que nous abordions avec Madame la Ministre, Philippe Auger, la précarité étudiante à Montpellier en termes de nourriture, en termes de logement, comment les choses se présentent-elles ? Comment observez-vous les mesures qui ont été présentées par Sylvie Retailleau il y a quelques minutes ?
Alors, bon, je salue d'abord notre ministre, ancienne présidente d'université, mais je dois bien sûr saluer les annonces qui ont été faites, la façon dont les choses ont été traitées par elle, par également Frédérique Vidal précédemment, à savoir la question donc du repas à 1 euro, la question de l'augmentation des bourses. Mais de manière générale, nous avons voulu, avec un petit groupe de présidentes et présidents, nous sommes une quinzaine, signer une tribune pour lancer le débat. Pour lancer le débat parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un positionnement beaucoup plus global aujourd'hui sur ce que la nation souhaite apporter à sa jeunesse et comment elle le voit sa jeunesse. Je m'explique en 2 mots sans être trop long, à savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ne sont pas juste dans un petit boulot pour financer leurs études, mais sont donc sur un travail 25, 30, 35 heures par semaine. Ce qui veut dire donc absence dans les amphis, donc ça veut dire après éventuellement plus facilement un échec donc aux examens, ce qui veut dire aussi que nous avons des publics qui aujourd'hui sont confrontés à des gros problèmes pour se procurer ne serait-ce que les produits d'hygiène, donc les distributions, la question aussi des denrées alimentaires qui sont distribuées. Bref, on gère l'urgence. Ne parlons pas aussi donc des questions de logement. D'où l'idée finalement de lancer le débat sur que veut faire la jeunesse, que veut faire la nation pour sa jeunesse, et cette idée de revenu universel qui, bien sûr, doit être discutée parce qu'il y a un coût, bien évidemment. Il y a aussi peut-être des économies derrière cela en termes de prévention, des questions de santé, de santé publique, de santé individuelle, de soins dentaires et autres. Donc, c'est aussi la question de dire, voilà, nous sommes à un moment crucial. Nous, présidents d'université, sur le terrain, nous sommes confrontés à des difficultés. Que fait-on au-delà des mesures dont il ne faut pas nier? Philippe Auger, on vous entend et on voit effectivement ce qui aujourd'hui reste à faire dans ce domaine. Mais je vais vous poser une question très concrète. Est-ce que des étudiants aujourd'hui à Montpellier ont faim? Est-ce que certains de vos étudiants sont sans domicile fixe, n'ont pas de solution de logement? Oui, alors des solutions de logement, ça en début d'année, il y en a régulièrement. Donc là, ça s'estompe. Le Crous donc travaille. Je pense que les questions de logement, de manière générale. Alors le logement, c'est réglé. La nourriture. Ouais, le logement, c'est réglé. Oui, alors la nourriture, oui, effectivement, il y a des distributions alimentaires, soit dans l'université par les associations, soit à l'extérieur. La question donc du repas à 1 euro est un premier élément, mais on est confronté manifestement à des étudiants qui sont encore plus en dessous. Madame la ministre, une réaction. D'accord. D'abord, je voudrais saluer Philippe Auger. Bonjour Philippe. Bonjour. Et je pense que effectivement, toute réaction, tout le débat, et on le sait, est bon. Et en particulier quand il s'agit des étudiants, de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie. Et en ça, je salue la participation. Peut-être en 3 points. Le premier, c'est que ce débat, effectivement, il est important. Et on l'a lancé l'année dernière, le 7 octobre, de façon plus ciblée. Donc peut-être l'idée est plus de l'ouvrir, mais de façon ciblée sur la réforme, la remise à plat des bourses, qui a donné lieu à ce que j'ai dit tout à l'heure, cette première réforme. Vous en avez parlé. Voilà, mais comme on parlait de lancer le débat, je préfère y revenir en disant il y a eu, et préciser quand même à nos auditeurs aussi, que ce débat a été lancé sur les territoires, parce que c'est important d'être au plus près de ceux qui le vivent, donc avec les présidents d'université, avec les acteurs territoriaux, on pourrait revenir sur le logement, parce que ce sont des acteurs importants, et avec les étudiants. Justement sur le logement, Madame la Ministre, parce que vous êtes là depuis peu de temps, donc on ne peut pas vous rendre responsable. Peut-être si je peux faire mes 3 points juste rapidement, parce que c'est important. Le deuxième, c'est ce que dit Monsieur le Président de l'Université de Montpellier, c'est-à-dire que effectivement, il faut élargir. La philosophie, quand Philippe Auger parle d'étudiants qui travaillent, etc., eh bien, c'est une philosophie qui est plus large que le problème des bourses. C'est comment on aborde les études en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, eh bien, et quand vous regardez les études de l'OCDE, c'est toujours intéressant de se comparer. Eh bien, on a la population d'étudiants en moyenne d'âge la plus jeune en Europe. Et c'est pas de 6 mois, c'est d'écart de 3 ans. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi que l'organisation de nos études, l'accès à des moments de nos études, la façon dont on les fait linéairement, dont on va travailler, que l'on revient, dont on l'aménage, qu'on reconnaît l'engagement, doit être repensé. Et c'est pour ça que je pense que ce débat, et je reviendrai sur mon 3e point, c'est le débat qu'on souhaite ouvrir sur
plus que les conditions de vie étudiante, les conditions de formation, parce que ça va avec. Et comme je le disais, on ne peut pas résoudre un point sans regarder finalement le système dans sa globalité, d'entrée à l'éducation, à l'enseignement, de suivi, de linéarité, d'accès au travail, etc. Et c'est ce débat que l'on souhaite, comme je l'ai dit lors de ma conférence de presse, lancer de façon plus globale, en parallèle de ce travail qui doit être mené de remise à plat des portes. Bon, et le troisième point que je voudrais donner, ce troisième point, c'est aussi l'idée de l'accès. Tout à l'heure, on revient au problème du revenu universel. Comme je le disais, ce revenu universel où on pourrait faire un modèle, on a regardé dans l'étude. Vous avez dit que c'était trop cher. Non, alors là, vous avez dit que c'était trop cher, vous avez dit 24 milliards. Je vais d'abord dire que c'est un problème de philosophie. Et ensuite, parce que vous m'avez demandé... 24 milliards d'euros, vous aviez un budget de 25 milliards. Alors... ça va me permettre de revenir pour bien insister, parce qu'effectivement, la pédagogie est l'art de la répétition. Et donc, sur ce point-là... voir la pédagogie autrement. Voilà. Mais je vous en prie, Madame la Ministre. Et c'est intéressant de le voir avec Philippe. C'est-à-dire, ce que je vous disais, c'est d'abord un problème de philosophie, de modèle, sur ce point des bourses, de modèle, de regarder le combat de la précarité par rapport, quelque part, finalement, apporter un revenu universel, même à des enfants de cadres sup. En quoi ça va résoudre le problème de la précarité? Ça, vous nous l'avez dit, Madame la Ministre. Pas complètement. Moi, j'aimerais mettre entre parenthèses la philosophie et être très pragmatique. Emmanuel Macron, en 2022, avait promis 60 000 logements étudiants. Il y en a eu environ 30 000, moitié moins. Comment faire pour combler l'écart entre la promesse et la réalisation? Et aujourd'hui, comment expliquer le fait que seulement la moitié de ces logements ait vu le jour? Alors l'explication, on la connaît tous, elle est simple, de deux points. Premièrement, les retards, comme dans beaucoup de bâtiments avec la Covid, etc. Il y a eu beaucoup de retard, donc il y a eu du retard. Mais le point crucial, c'est le manque de foncier. C'est pour ça que Patrice Vergrit, le ministre du Logement, il travaille de façon plus globale. Ça aussi, tout à l'heure, on en a parlé, pour identifier, et nous le faisons aussi à travers les CROUS, les points de foncier, et que le travail qui est fait sur les territoires avec les acteurs est effectivement fondamental pour apporter cette solution et atteindre l'objectif des 6000 logements. Malheureusement, cet objectif n'a pas pu être atteint. Qu'est-ce qu'on peut se fixer aujourd'hui comme objectif en termes de logements étudiants? Alors, deux choses, c'est qu'on le garde par rapport à essayer identifier, évaluer, je dirais, le manque de logements à peu près à ce terme-là, 40, 50 000 logements par rapport à une base de données de remplissage de nos résidences CROUS. Donc, on garde à peu près cet objectif. On fait ce travail avec le ministre du Logement qui est en charge du logement, donc il y a cette vision. Et la deuxième chose, c'est qu'on a lancé là le plan de rénovation pour finir les rénovations des CROUS. On a à peu près rénové l'ensemble du parc, il en reste à peu près 7%. 12 000 logements CROUS. Et là, on a planifié la rénovation pour finir les 12 000 logements CROUS d'ici 2027. Donc 4 000 sont en cours et les 28 sont planifiés. L'argent est là et la planification est faite avec les CROUS. Autre question, et cette fois-ci plus effectivement sur la philosophie des études. Emmanuel Macron, dans une interview il y a quelques jours au youtubeur Hugo Travers, a dit « Il faut avoir le courage de revoir nos formations à l'université et de se demander, sont-elles diplômantes, sont-elles qualifiante ». De quoi était-il question dans ces propos du chef de l'État? Qu'est-ce qui, pour vous, doit aujourd'hui être remis en cause, revu dans les formations universitaires, Madame la Ministre? Mais je pense que ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est-à-dire travailler sur cette vision. On voit que les taux d'insertion, par exemple, de nos masters sont bons. On n'a pas à rougir par rapport aux taux d'insertion. Après, il faut regarder comment ou sur quelle spécialité par rapport effectivement à la spécialité du master, ça se travaille, les besoins aussi, les attentes des étudiants rejoignent ces deux-là. Je vais vous dire, un des problématiques aussi, c'est le travail en amont sur l'orientation, parce que piloter, je dirais, aménager une offre de formation, c'est aussi répondre à des attentes des étudiants, et donc ça se travaille par rapport à l'attractivité de certaines disciplines, certains métiers, donc orientation, formation
et insertion, c'est vraiment ce Mais alors, triptyque qu'il faut concrètement, regarder et travailler. quelles seraient les formations qui seraient sur la sellette? Parce que finalement, c'est cela, quand on dit une formation, est-ce qu'elle est diplômante, est-ce qu'elle est qualifiante? C'est qu'on considère qu'elle ne sert à rien. Je pense que c'est comme tout. Vous savez, moi j'ai une méthode, c'est d'objectiver les choses. Voilà. Donc je suis très concrète et pragmatique, mais pour être au plus juste, il y a deux choses dans ce que vous dites. C'est de donner finalement objectiver, c'est-à-dire regarder à la fois les taux de réussite et les taux d'insertion des formations qui donnent finalement une indication par rapport à la qualification de ces formations, mais c'est aussi regarder quels sont les métiers en tension et plutôt ouvrir les formations supplémentaires là où il y en a besoin, et encore une fois un travail en amont pour faire que les étudiants aussi les choisissent, et donc faire ce travail d'attractivité, d'orientation des étudiants par rapport à ces formations dont on a besoin. On connaît les métiers en tension, on travaille avec aussi le monde socio-économique pour les identifier. Jean Lémarie. Ce que vous dites me rappelle ce que le gouvernement disait il y a quelques années sur l'apprentissage, Madame la Ministre, c'est-à-dire adapter les formations aux besoins du monde économique. Est-ce que vous voulez faire la même chose plus largement dans le monde de l'université? Alors, je pense que d'abord, l'apprentissage est dans le monde de l'université. Si vous regardez... C'est pour ça que je dis plus largement. Tout à fait. Si vous regardez donc le monde de l'université, c'est vraiment emparé de cet outil d'apprentissage qui est un outil pédagogique, qui est un outil aussi d'accès social pour les étudiants aux formations. Donc, c'est un outil à tous les niveaux de formation qui a été vraiment emparé. Après, il ne s'agit pas que d'une adaptation. Je pense qu'il faut voir, l'université pour moi, c'est un lieu, et ça n'est pas contradictoire, qui forme les étudiants pour s'insérer, et donc on doit regarder, on fait partie, on est un acteur de ce monde socio-économique. L'université n'est pas à côté, il est avec. Et en même temps, on a une mission de service public qui est de former des citoyens éclairés. C'est de ne pas opposer connaissances et compétences, de ne pas opposer citoyens éclairés et monde professionnel et insertion professionnelle. L'université, elle en a ce devoir et cette responsabilité. Et moi, je crois beaucoup à ces deux volets qui ne sont loin d'être contradictoires et qui font partie de nos missions d'université, d'école, de service public. Est-ce qu'on pourrait rajouter une troisième mission? Alors peut-être que c'est ce que vous appelez citoyen comme rôle, Madame la Ministre Sylvie Retailleau, c'est peut-être le fait d'avoir aussi un rôle de savoir pur, par exemple, dans le domaine des humanités. Eh bien, une formation n'est pas nécessairement une formation qui va déboucher sur un emploi directement. Ça sera peut-être une formation qui va déboucher sur un emploi indirect. Alors, je l'ai dit, savoir et compétences. Donc, et d'avoir cette base de connaissances, oui, il faut le faire. Mais quand on est on a affaire à des jeunes dans le cadre de formation initiale, je pense que de savoir aussi derrière, vous parliez de précarité, etc., lui donner un emploi, c'est tout aussi important de faire une tête bien, je dirais, faite qu'une tête bien pleine. Et je pense qu'on a cette responsabilité et que les deux peuvent être possibles. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Auger, vous qui êtes président de l'Université de Montpellier, parce que, finalement, le débat, c'est toujours de voir s'il n'y a pas des filières qui sont des parents pauvres à l'intérieur de l'université, qui en soi un monde déjà un peu paupérisé. Je pense par exemple aux sciences humaines, auxquelles ici beaucoup nous sommes attachés. Tout à fait, mais c'est tout à fait logique d'être attaché aux sciences humaines et sociales, puisque je suis moi-même des sciences sociales. Oui, je voudrais revenir sur deux ou trois éléments. Je ne pense pas qu'il y ait, alors déjà, l'annonce qui a été faite, soyons clairs, a quand même été mal perçue auprès des présidents d'université sur le fait que nous n'oserions pas fermer des formations, que nous ne diplômons pas. Je voudrais quand même remettre quelques vérités, notamment une, c'est qu'on vient nous voir régulièrement chaque année, fin juin, début juillet, pour prendre des étudiants en plus dans nos universités. Donc ça montre bien qu'on a aussi besoin de nous lorsque, en urgence, ça manque de place pour telle ou telle université. Ça, c'était une incise. Après, je vais revenir sur l'apprentissage. Je partage tout à fait les propos de la ministre. On voit son passé de présidente d'université. L'apprentissage, c'est une voie de promotion sociale et effectivement une voie également d'insertion professionnelle. Et puis, pour l'établissement, soyons clairs, une voie aussi de développement de ressources. Et donc là, je vois sur l'université de Montpellier, sur près de 50 000 étudiants, incluant les doctorants, on a 3 500 apprentis. Donc l'apprentissage dans l'enseignement supérieur à tous les niveaux, y compris aussi pour les cursus d'ingénieurs, c'est une voie d'excellence, une voie aussi de promotion sociale. Un mot.
apparemment, on a du mal à vous retrouver et l'émission touche à son terme. Sylvie Retailleau, un mot de conclusion. Est-ce que ça signifie que ces formations vont être revues? Bref, votre chantier pour l'année à venir? Alors, le chantier, c'est d'avoir effectivement, et on l'a annoncé, cette réflexion pour les étudiants avec effectivement leur orientation, leur formation, leur insertion sur ces 3 piliers et avec vraiment une conception globale sur ces 2 jambes de l'université que je vous exprimais tout à l'heure. Je voudrais quand même donner un exemple par rapport au savoir dont vous parliez. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a eu un très beau reportage sur tout ce qui était écologie, apprentissage de l'environnement. Et il a été dit, si on ne sait pas, on ne changera pas. Et ça, je m'y inscris complètement. Et nous avons annoncé, et je porte vraiment le fait que tous les étudiants de premier cycle auront, à partir de 2025, de façon obligatoire, une formation à l'écologie, à la transition écologique, à la formation. Et ça, quelle que soit la discipline, parce que ça fait partie de ses bases. Donc ça rejoint et ça illustre, c'est aussi porter ses valeurs, c'est aussi former ses citoyens, et je pense que ça illustre bien les orientations et les directions que l'on veut donner pour la formation future. Merci beaucoup, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau. Merci, Philippe Auger, vous étiez en duplex avec nous et vous êtes président de l'Université de Montpellier. Dans quelques secondes, le 8h45, le point sur l'actualité.